Comme le disait la semaine dernière une ancienne résistante de 88 ans, je n'étais pas d'accord avec les décisions prises. Nous nous sommes battus, mais il est important de relater cet événement au titre de l'histoire. C'est nécessaire de relater ce qui s'est passé pour le souvenir et surtout à l'intention de nos jeunes. Cette entrevue est un Göring, j'en avais entendu parler, bien sûr, lorsque j'étais étudiant dans un cours de relations internationales en fac de droit, ou dans un cours d'histoire contemporaine sur le régime de Vichy en fac de lettres, mais sans plus. Le grand-père de mon épouse, qui était aiguilleur à l'époque, en parlait, et nous avait surtout rappelé le service d'ordre impressionnant et le fait qu'il était resté bloqué près de 24 heures dans le poste d'aiguillage. Et puis c'est tout. Professeur d'histoire ensuite, j'ai pendant des années passé les actualités sur la période 39-45, et dans un film du CNDP intitulé L'Occupation, on pouvait visionner les entrevues de Montoire de 40 et de Saint-Florentin de décembre 41. D'ailleurs, si vous allez voir ces films tout à l'heure. Et mes élèves intéressés par le fait de découvrir la gare de Saint-Florentin à cette époque, avec Göring sur le perron et Pétain descendant de voiture, me demandaient régulièrement de repasser la scène. Ce que je faisais volontiers. Un jour, un élève, après un cours, m'a apporté une édition de l'Union républicaine du 27-28 novembre 1971, relatant l'événement sur une pleine page, avec des témoignages. C'est à cette époque, au début des années 80, que j'ai pris contact avec les élus, et qui ont vite fait de me faire comprendre que le sujet était encore brûlant, et qu'il fallait laisser le temps au temps. C'est-à-dire qu'une botte en touche et les gamins. C'est donc ce que j'ai fait pendant des années, jusqu'au jour où deux de mes adhérents, Jacqueline et Claude Borges, ont acheté par hasard sur un vide-grenier dans les environs de Saint-Florentin un document dactylographié relatant cet événement. Alors ces documents sont au fond sur un panneau violet. Donc après l'avoir longuement étudié et fait authentifier, j'en ai fait une communication aux membres de la société, et suite à cette communication, nous avons décidé d'approfondir la question et de faire les recherches nécessaires, et ce, en accord avec l'amicale du souvenir des combattants de Chanlot, dont le nombre de membres sont adhérents à notre association. Nous étions donc dans un contexte nouveau, et si nous voulions présenter une conférence sur ce thème, il nous fallait élargir nos recherches. Or, ce document, retrouvé sur un vide-grenier, s'avérait être un document écrit a posteriori par les services de propagande de Vichy. Il en existe plusieurs exemplaires, et les spécialistes ont appelé ce document la version rose de Vichy. Frédéric Gand et Thierry Roblin en parleront tout à l'heure, et vous retrouverez en dessous de la version dactylographiée une version qui, elle, est manuscrite. Et ce manuscrit a un avantage, c'est qu'il est daté, alors que les versions que nous avions ne l'étaient pas. Il est daté du 12 décembre 1941. Je pense que les conférenciers y reviendront. Avec Jean-Paul Montmailleul, nous sommes en quelque sorte pris au jeu, et nous avons, après avoir quelque peu tâtonné, lancé sérieusement nos recherches. On a mal commencé. En 2007, nous avons écrit aux archives de la SNCF. La réponse du responsable des services était sans appel et nous a laissé pantois, car, nous répond-il dans un courrier très bref, il n'y a aucune archive concernant cette entrevue qui aurait eu lieu à Saint-Florentin. Je dis bien qu'il aurait eu lieu. À partir de ce moment, nous avons décidé un travail d'historien et de mémoire s'imposait, tant pour le village et la gare de Germigny que pour les générations futures. Et pour ce faire, nous avons donc beaucoup lu et avons établi une biographie sérieuse, plus complète, et contacté les archives françaises et allemandes. Jean-Paul Montmailleul vous en reparlera plus en détail. Au fil des mois, la documentation devenait de plus en plus complète, et nous rendions compte que beaucoup de ces documents n'avaient que partiellement été exploités, voire non exploités, et que leur dépouillement allait permettre aux historiens de porter un regard nouveau sur cet événement. Par exemple, le compte-rendu officiel de l'entrevue, rédigé par Paul Schmitt, interprète d'Hitler et présent à Virginie, n'avait jamais été traduit. C'est chose faite maintenant, il y a quand même quelques petites divergences entre ce que voient les Allemands et ce que voient les Français. En particulier, les Allemands parlent des Juifs dans leurs commentaires, dans leur compte-rendu. En revanche,
Le compte-rendu français n'en parle pas du tout. Alors, devant la somme des documents que nous avions recueillis, nous avons décidé de confier la partie scientifique de ce colloque à des historiens spécialistes de la période, et nous avons contacté à la RORI Claude de Lasselle, le président, Frédéric Dian et Thierry Roblin, que nous connaissions bien, avec lesquels nous étions en relation depuis des années. Nous avons rencontré ensuite le maire de Virginie, Francis Marquet, un vieil ami, qui sans hésitation a adhéré au projet présenté, et je trouve qu'il a été très courageux, parce qu'il allait contre l'air du temps des élus de la région. Nous voilà partis sur les traces de ces trains. Je rappellerai rapidement, parce que c'est dans l'entrevue de Saint-Florentin, que la SF, en 2 mots, pendant 40-44, elle est effectivement, au terme de l'article 13 de la Convention 6, pieds et poings liés en priorité au service des Allemands, qui ont besoin de chemin de fer pour transporter des militaires, des munitions, mais aussi du ravitaillement, et aussi pour piller la France. Et qu'effectivement, dans l'entrevue, il est question donc de la demande que l'Est récupère les nombreux wagons qu'elle a perdus, pillés par les Allemands, qui lui manquent cruellement. Wagons de marchandises qui sont utilisés sur le front de l'Est en priorité. En 2 mots, les chemins de fer, la Seine se gagnait beaucoup d'argent parce que les trafics, faute de pétrole, tout passait sur le chemin de fer. Et en particulier, les tacos de Lyon reprennent du service, puisque, faute d'autobus, faute d'essence, les tacos reprennent vie. Bon, ceci dit, je suis parti sur l'histoire des tunnels ferroviaires, évidemment. Alors, on va rappeler fondamentalement que l'histoire commence avec une option claire et nette de ces autorités allemandes, Hitler et Göring, toujours, de se balader, et Hitler n'aimant pas l'avion, de dire, moi je suis un terrien, je me transporter en train, et je veux qu'à chaque déplacement, je sois protégé dans mon train blindé à 2 pas d'un tunnel ferroviaire qui pourra m'abriter. Des actualités cinématographiques, un film qui n'a pas d'ailleurs été passé dans la zone occupée où se trouvait Lyon, mais qui a été passé en zone libre. On y reviendra, qui dure un peu plus de 2 minutes, que nous avons confronté à d'autres journaux, notamment le Bourguignon du 3 décembre, on expliquera aussi pourquoi il n'était pas daté du lendemain, et aussi Lyon Républicaine du 27-28 novembre 1971, dans lequel certains témoins ont pu donner d'autres précisions. Alors vous avez à l'écran, donc, ce sketch a été un peu dit, le point là qu'on peut voir de la carte de Virginie, qui se trouve à la rencontre entre le PLM et puis la ligne stratégique qui existait déjà depuis plusieurs années, qui monte vers Troyes. Et donc tout à fait au sud, vous voyez Vichy, d'où est parti le maréchal Pétain avec Darlan et toute sa délégation, et qui va donc remonter jusqu'à Coulanges. 1er décembre 1941. Par train spécial, le maréchal Pétain se rend en zone occupée où il doit rencontrer le maréchal du Reich, Hermann Göring. À son arrivée à Coulanges-sur-Yonne, le maréchal et l'amiral Darlan sont accueillis par M. de Brinon et le général Hannes, représentant le maréchal Göring. C'est par la route que le cortège officiel se dirige vers Saint-Florentin où aura lieu l'entrevue historique. Le maréchal est reçu à Saint-Florentin par le maréchal Göring.